quand j'ai fait ma formation à la fac de médecine de Montpellier, j'ai d'abord été surpris par quelque chose, c'est qu'à la fac de médecine, pas de clitoris, personne n'en parle. Et là, je vous montre aussi une étude qu'a fait une collègue, qui a fait la formation à peu près en même temps que moi, et qui a demandé à des jeunes gens de représenter le sexe. Et vous voyez que pour le sexe masculin, ça se passe pas trop mal, et pour le sexe féminin, ça va mal. Hein? Donc parce qu'on ne leur a pas enseigné. Hein, et qu'il n'y a pas de mots, que personne n'en parle. Après, quand je les vois en consultation vers 20 ans, elles ont rattrapé le retard. À peu près. Je n'ai pas le temps je ne vais pas tout détailler, mais on posait des questions, par exemple, par rapport au clitoris. Qu'est-ce qu'elles connaissaient du clitoris? Et sur ces 300, un peu plus de 300 adolescentes collégiennes, il y en a seulement 16% qui connaissaient la fonction érogène du clitoris. Dans les questions, quand on posait à quoi sert le clitoris, alors il y en a qui disaient je ne sais pas, j'aimerais bien savoir justement. Il y en a qui répondaient il sert à pisser, hein, ce qui est assez étonnant comme réponse. Et voilà. Donc si vous voulez, je me suis dit il y a vraiment un problème. Pourquoi déjà à la fac on n'en parle pas, et pourquoi aux jeunes on ne leur parle pas? Le dernier dessin que j'ai mis, c'est pour montrer qu'il y en a quand même qui ont réussi. Donc c'était pas mission impossible, mais il y en a à peine 10% qui ont réussi, quoi. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ce très beau dessin que j'ai trouvé de Wolinski. Et en 72, il avait une clairvoyance incroyable, quoi. Moi, en 72, j'aurais été incapable de formuler les choses aussi clairement que ça, quoi. Au milieu du siècle des naissances, au milieu du siècle des Lumières, un terrible orage va s'abattre sur la sexualité. En quelques décennies, la masturbation, qui n'était pas un problème, dans les textes avant 1750, la masturbation n'existe pas. On n'en trouve pas trace. Il y a quelques trucs dans les manuels des confesseurs catholiques, mais c'est un péché tout à fait véniel, sans importance. Voilà. Manger de la viande le vendredi, c'est beaucoup plus grave, par exemple. Vous voyez. Bon. Voilà. Et en quelques décennies, cette réprobation de la masturbation va se répandre dans tout l'Occident très rapidement. Hein. Alors, je vais vous montrer les mécanismes, et après on va essayer de comprendre de quel sens ça peut avoir. Alors, c'est le docteur Tissot, il habitait à Genève, il était donc protestant. Hein. Tous les textes de cette époque-là qui sont contre la masturbation sont d'origine protestante. Hein. Il s'appuie d'abord pour critiquer la masturbation de l'homme, comme vous le voyez sur l'illustration de ce bouquin. Le titre du bouquin, c'est le livre sans titre, hein, parce que on n'ose même pas en parler, quoi. Hein, voilà. Il se base d'abord sur l'histoire de Galien aussi. Il ne fallait pas que le sperme sorte trop. Mais si on arrête de se masturber, qu'on n'est pas en couple, le sperme il est bloqué. Ça devrait créer, d'après cette même théorie, des désordres qui seraient presque plus graves. Hein. Le seul risque qu'il sorte trop, c'est un peu de fatigue, c'est d'épuisement, mais c'est pas dangereux. Alors que là, vous voyez, vous en font quelque chose. C'était une pratique funeste. Et funeste, ça veut dire mortel. Et vous allez voir qu'il va mourir, hein, le gars là. Bon. Et très rapidement, ça s'est étendu à la femme. Alors pour la femme, bon, je veux bien qu'il y ait une semence pour la femme, mais enfin quand même, c'était pas l'épuisement par la semence de la femme, on voit bien qu'il y a d'autres enjeux qui sont derrière. Hein. Alors tout le monde, vous savez maintenant pourquoi j'ai perdu mes cheveux. Hein. Bon. Tout ça, ce sont des propos fallacieux. Il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce qui était en jeu derrière. Hein. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. On va le laisser finir, on va le laisser mourir d'abord. Ça, c'était des illustrations dans le livre de Tissot. Tissot, oui, voilà. Hein. Alors, je les ai pris en couleur parce qu'elles sont un peu plus tardives, mais elles sont vraiment, voilà. Ça y est, il est mort. Bon, pendant tout le 19e siècle, une femme qui n'allait pas bien. Elle était déclarée comme hystérique. Hystérique, ça voulait dire que c'est l'écoulement des humeurs sexuelles ne s'écoulait pas. Et donc le seul remède qu'on avait, on n'avait pas de médicaments à l'époque, hein, le seul remède qu'on avait, c'est qu'il fallait lui faire écouler ses humeurs. Et c'est le médecin qui s'y collait.
hein. Donc c'est le médecin qui masturbait les femmes. Hein. Dans le livre, j'ai même parlé de l'orgasme, oui, j'ai marqué là, l'orgasme médicalement assisté, qui masturbait les femmes. Et ça marchait très bien. Et en plus, pour les médecins, ça représentait en gros à peu près 30% de leur chiffre d'affaires. Et c'était une partie stable. Parce que c'était des femmes qui ne pouvaient pas mourir de leur maladie et qui ne pouvaient pas en guérir. Donc si vous voulez, ça durait longtemps, quoi. Voilà. On le retrouvait aussi dans les cures thermales. Hein, dans les cures thermales, ça pouvait représenter jusqu'à 60% du chiffre d'affaires. Tout ça est très bien expliqué dans ce très beau film, Oh My God, hein, avec un jeu de mots, évidemment, et qui montre comment ce sont les médecins qui ont inventé les vibromasseurs. Hein, parce que cette opération était chronophage, il y avait des femmes, c'était un peu long pour qu'elles y arrivent, donc c'était fatigant. Dans le film, le héros, là, il a une crampe au bras parce que ça, à force de faire des vibrations. Donc ils avaient essayé les premiers. Alors au début, c'était avec des trucs à pédales, parce qu'il n'y avait pas des médecins. Après, ça a été à vapeur, et puis après, ça a été à l'électricité, quoi. Quand même un petit mot pour dire que Rachel Maine a payé très cher son très beau travail, elle l'a payé très cher, puisque aux États-Unis, dire ça c'est un crime, et elle a été virée de l'université. Hein. Donc saluons son courage et j'espère qu'elle est retombée plus ou moins sur ses pattes. Comme je vous l'ai dit, c'est la décennie des années 60, c'est pas si vieux que ça. Hein. Moi j'étais grand ado, hein, déjà. C'est les années 60 qui a été l'omerta clitoridienne la plus forte. Hein. Paradoxalement, c'est la décennie des très grands progrès techniques. Hein. On a marché sur la Lune. Et je voudrais vous donner une autre illustration. En 1966 est paru Les Sucettes à l'Annie, chantée par France Gall, écrite par Serge Gainsbourg. Cette chanson, si vous l'écoutez aujourd'hui, c'est une franche allégorie à la fellation. Sauf que, en 1966, il y avait la censure. Pour qu'un texte puisse passer sur les antennes, il fallait que les censeurs disent « Ok, on peut passer ce texte, il est correct ». Ce qui veut dire aussi que les censeurs n'ont pas compris le sens métaphorique de la chanson. Ça vous montre la gravité de l'omerta clitoridienne et sexuelle en général qui était là à cette époque. Dans le monde médical aussi, alors la dysorgasmie est classée du côté des maladies psychiatriques, ce qui déjà en soi pourrait être discuté. Les maladies psychiatriques sont régies par un DSM, hein, et ce DSM, il a plusieurs versions. Dans le DSM 3 de 1980, l'orgasme clitoridien est nommé et il est considéré comme non pathologique. Dans le DSM 4, qui a duré de 1994, qui a été révisé en 2000, il n'y a plus d'orgasme clitoridien, il n'y a plus de clitoris. Hein. Donc vous voyez que dans notre société, dans la société civile, on va dire, le point culminant de l'omerta clitoridienne, c'est les années 60, mais dans le monde médical, c'est les années 2000. Alors, bonne nouvelle quand même, le DSM-5 est sorti, il a eu du mal à sortir en France, mais il est quand même sorti un peu plus tard que la date que j'ai mis là, et l'orgasme clitoridien en revient. Et vous voyez qu'il y a aussi une sorte de retard dans le monde médical. Bonne nouvelle. En 2014, c'est pas vieux, hein, l'anatomie du clitoris a été étudiée par un professeur d'anatomie, le professeur Di Marino, qui est à Marseille, que j'ai rencontré, qui est un homme excellent. On a beaucoup rigolé, on a bien travaillé, mais on a beaucoup rigolé. Alors, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Hein, moi, j'aime bien essayer de voir. Donc, 1600, un petit peu avant, le clitoris est bien connu. Voilà. 1750, un grand orage débarque sur l'Occident et la masturbation est prohibée. 1850, Kobelt démontre l'innervation du clitoris. Et puis 1900, Freud est le grand exciseur psychique, hein, qui va mener à ce que le clitoris va disparaître. Et c'est dans les années 60 qu'on a l'omerta clitoridienne.
Le clitoris, quand je suis pressé qu'il faut que je résume mon livre en une seule phrase, je dis que le clitoris a toujours été connu et reconnu comme l'organe du plaisir féminin, sauf au XXe siècle. C'est un incroyable paradoxe quand même. Voilà. Et un espoir avec la redécouverte du clitoris, même si ça ne se passe pas si bien quand on pourrait, je l'espère, une hypothèse. Et je vais vous donner un petit peu le champ lexical que je vais utiliser pour qu'on puisse se comprendre pendant cette soirée. Quand je parlerai d'orgasme, c'est un orgasme qui est d'origine clitoridienne et qui se caractérise par un doublement du rythme cardiaque. Et quand j'emploierai le terme jouissance, ça sera un plaisir essentiellement vaginal, qui dure plus longtemps. Donc quand ça dure très longtemps, ça ne peut pas être un orgasme, parce qu'un orgasme, par définition, c'est quelque chose de court. Dans le langage courant, jouissance et orgasme sont synonymes. Donc ici, pendant cette conférence, je vais utiliser des sens différents pour qu'on puisse se comprendre. Alors voilà une courbe de plaisir d'une femme. Donc il y a les préliminaires, le plaisir monte. Généralement, il y a un premier pic là, qui est l'orgasme clitoridien. C'est une pratique qui est très répandue. Elle n'est pas trop décrite, personne ne l'a évaluée en quantité. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir effectivement un doublement du rythme cardiaque. Et quelque part, c'est le point culminant des préliminaires, pour beaucoup de femmes. Pas toutes, je vous en parlerai après aussi. Parce que c'est toujours compliqué, c'est jamais... c'est toujours, la sexualité, les comportements humains, c'est jamais homogène. Et après, elle a beaucoup de jouissance lors de la pénétration, mais elle n'a pas d'orgasme. Donc si elle veut avoir un orgasme, il faut qu'il y ait une stimulation clitoridienne. Il y a quelques femmes qui arrivent parce qu'elles ont une anatomie qui le peut. Dans certaines positions, elles arrivent à frotter leur clitoris sur le pénis, mais il n'y en a pas beaucoup quand même de ces femmes-là. Voilà. La blogueuse Maya Mazoret avait vendu sur son blog ce t-shirt. Donc, comment l'interpréter jamais avant le premier orgasme. C'est jamais le premier soir, donc quelque part, je coucherai pas, je me laisserai pas pénétrer avant le premier orgasme. Je pense que c'est l'interprétation qu'on peut avoir. Bon, c'est bien. Question de principe, là je pense qu'elle a tort. Si un domaine où il ne doit pas y avoir de principe, c'est bien la sexualité. On a le droit des exceptions, on a le droit à... Alors en consultation, j'ai découvert, et au début j'y croyais pas trop. Ça c'est le gros avantage des consultations. Les consultations de sexologie, c'est merveilleux parce qu'on découvre des tas de choses. Il y a une femme, j'ai expliqué qu'il fallait qu'elle ait un premier orgasme avant la pénétration, un truc comme ça, parce qu'elle profiterait mieux de la pénétration. Et elle me dit non, elle dit moi je suis pas comme ça. Moi, après l'orgasme clitoridien, c'est fini, il faut plus me toucher, on n'en parle plus. Elle avait un comportement psychologique un peu particulier, puis 3 semaines après, j'en ai eu une autre, et je me suis dit, et là vous voyez que tout le travail que j'avais fait aussi m'a permis de comprendre. Et je me suis dit, c'est le même organe que l'homme, c'est la même place dans le cerveau, maintenant on le sait que ça fonctionne pareil dans le cerveau, le clitoris et le pénis. L'homme, il a une phase réfractaire après l'éjaculation, l'orgasme éjaculation. L'homme, il a une phase réfractaire. Elle est très variable suivant les hommes. Elle s'allonge avec l'âge, mais elle est là, quoi. Et chez les femmes, il y a des femmes qui ont après un orgasme clitoridien, elles ont une forte période réfractaire. J'en ai connu 2 après qui me disaient même que bon, après, elles n'avaient plus envie, mais le mec leur croyait bien faire, leur donner un orgasme clitoridien à la fin des préliminaires. Et elle disait, après, pendant la pénétration, je m'emmerde, quoi. Bon. Alors je leur ai dit, il fallait faire le contraire. Polo, oui, vas-y. Voilà. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils demandent au mec, qu'ils en parlent avec le mec, pour avoir l'orgasme clitoridien à la fin. Parce que c'est là qu'elles auraient la résolution, mais elles profiteraient au moins de la pénétration. Et quand je les retrouvais, je crois qu'il y a un autre truc, voilà, c'est là qu'il y aura le doublement du rythme cardiaque. Et quand je les revois 15 jours après, elles arrivent avec le sourire, elles me disent, ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Comme quoi, vous savez, la diversité humaine, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir gérer, quoi. Et j'ai beaucoup appris en consultation par rapport à tout ça.